Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de nous retrouver pour la présentation de ce livre écrit par Joseph Daniel, Janus en campagne, entre politique et communication, 1967-1981, juste publié au Bordelot Édition avec le soutien de la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous, Joseph Daniel, pour cette interview. Vous êtes un spécialiste de la communication politique, responsable de la communication du Parti socialiste de 1975 à 1981, également directeur du CID, membre du CSA et dans une vie professionnelle très riche. Vous avez également été sondeur, par exemple, analyste également. Vous publiez ainsi un livre de mémoire important sur l'émergence de la communication politique qui comble aussi un vide, puisqu'on avait jusqu'à présent peu de témoignages de première main ou de documents, et ce livre en est riche. On a beaucoup d'affiches qui sont reproduites d'ailleurs avec une très grande qualité qu'on peut également retrouver sur un site mis en place par la Fondation Jean Jaurès qui met toutes ces illustrations. Vous comparez également les documents, c'est très intéressant. On voit les projets non aboutis, les projets qui ont finalement abouti, les différents projets en concurrence également, ce qui permet de voir les choix qui sont faits, les campagnes publicitaires et les campagnes militantes, avec à chaque fois la comparaison, et ça met aussi beaucoup en valeur le travail des graphistes en particulier, ainsi que de toutes les petites mains qui ont participé à professionnaliser la communication propagande de ce parti en pleine ascension qu'était le PS de cette époque. Alors votre ouvrage est articulé sur les deux faces du Janus que vous êtes dans ce livre, à la fois la vie professionnelle de ce jeune diplômé de Sciences Po qui s'insère dans le monde de la recherche et dans le monde professionnel du conseil et des sondages, et puis également votre vie de militant à la Convention des institutions républicaines, à la FGDS, et puis également au Parti socialiste, une vie à 100 à l'heure. Est-ce que vous pensez que ces deux facettes de Janus sont quelque part réconciliables ? Elles sont réconciliées aujourd'hui. Mais ce qui m'a amené, après avoir beaucoup hésité à écrire ce livre, c'est d'abord la prise de conscience tardive de cette dualité et je dirais sa théorisation en constatant ce qui s'était passé avec le recul, et en découvrant qu'il y avait peut-être une personnalité qui avait une certaine tendance à la dualité, et une période qui n'était pas aussi facile que la nôtre aujourd'hui pour s'exprimer politiquement, en tout cas dans les métiers que j'exerçais, les métiers de communication, les métiers de conseil, en faveur d'une opposition. Il faut se situer dans une période où il n'y a encore jamais eu d'alternance, où la notion d'alternance était quelque chose de rêvé. On voyait sur les marchés des gens qui nous disaient « mais enfin, quand cela va-t-il revenir ? Est-ce que vous allez arrêter de vous battre entre vous ? Est-ce que la gauche va en faire venir au pouvoir ?» Pour eux, la référence, c'était 36. C'était évidemment pas 56 avec le gouvernement Guy Mollet. Or, dans cette période-là, professionnellement, mes interlocuteurs, que ce soit quand j'étais en agence de publicité ou quand j'étais dans le sondage d'opinion, mes interlocuteurs considéraient que des gens raisonnables, des gens sensés, ne pouvaient que craindre cette alternance. Si on était du bon bord, on n'était pas de ce bord-là. Et donc j'ai eu, en ce qui me concerne, et ce ne serait sûrement plus nécessaire aujourd'hui, j'ai eu à cacher à l'égard de mes clients professionnels, non seulement mes activités et mes responsabilités, mais tout simplement mes convictions, alors que dans l'autre sens, de l'autre côté, vis-à-vis des gens du Parti socialiste avec lesquels je travaillais, je me suis imposé, je crois de façon assez honnête, de ne pas utiliser au bénéfice du parti et de nos combats les informations que je tenais de mes activités professionnelles.
tout ça est un peu compliqué, mais Janus, il a deux têtes, chacune regarde d'un côté, et si l'une se met à regarder vers l'autre, on se croise. Ce que j'ai décrit, c'est deux insertions professionnelles, une insertion dans l'activité, deux insertions parallèles, excusez-moi, une insertion dans l'activité professionnelle, une insertion dans la responsabilité militante. Et comme cela arrive parfois, les parallèles se croisent. Ce n'est pas tout à fait conforme aux règles mathématiques, mais il arrive que les parallèles se croisent. Et dans le cas qui m'a concerné, pour éviter qu'elle ne s'entortille, il fallait que j'ai une règle de séparation des deux. Je pense, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui, on considérait de manière beaucoup plus cool, comme on dirait, le fait que telle ou telle personne qui travaille pour telle entreprise ne cache pas le bord pour lequel il milite le cas échéant, encore que la notion de militantisme qui était si courante de mon temps devient aujourd'hui beaucoup plus accessoire, sauf dans des domaines qui ne sont pas exclusivement politiques, tels que l'humanitaire ou l'écologique, etc. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le lien entre un parcours personnel et une période. La période dont je parle, 1967-1981, c'est la fin des années de Gaulle, c'est la France pompidolienne, c'est la France giscardienne. C'est une France dans laquelle des gens de gauche se sentaient pas très heureux, pas très libres, dans laquelle les contraintes étaient lourdes, dans lesquelles il y avait des événements qu'on a oubliés aujourd'hui, mais qui marquaient un certain climat. Quand sous Giscard tombent 3 ministres, anciens ministres, en 2 ans, Fontanet, Lipkowski et le troisième m'échappe, ça formait un climat. Et donc, à travers ce que j'essaye de décrire, c'est certes un itinéraire personnel, c'est l'émergence d'une personne, mais c'est aussi le récit d'une période, le récit d'une, comment dirais-je, une période de changement. Vous parliez du changement dans la communication, c'est une période de changement dans la politique. C'est une période au cœur de laquelle il y a l'union de la gauche et la désunion de la gauche, au cœur de laquelle il y a tous autour de Mitterrand, et puis le moment où on se dit Mitterrand, c'est peut-être pas le bon cheval, c'est Rocard, une période de division, de déchirement. Et personnellement, je ne suis pas à l'aise dans les divisions et les déchirements. Et j'avais créé une sorte d'oxymore pour me qualifier. Ça ne dira pas grand-chose au public de l'époque. Je me qualifiais de rocardo-popréniste. C'était par dérision, bien entendu. Je n'étais pas rocardien, mais j'avais de la sympathie pour Rocard et sa personnalité et sa pensée. Je n'étais pas popréniste. Alors, Jean Popren était l'homme qui avait créé la formule Rocardestin. Ça prouve à quel point ils s'aimaient, ces deux-là. Et donc, dans cette période de grande tension où chacun choisissait son camp et comprenait mal qu'on puisse ne pas être complètement dedans, j'aimais bien effectivement exprimer par certaines images comme celle-ci le fait que je refusais d'être complètement d'un bloc. C'est encore Janus. Ce qui ne m'a pas empêché, néanmoins, de penser que Mitterrand était la solution, non pas simplement pour des raisons politiques, mais parce que je pensais qu'électoralement, c'est celui qui avait le plus de chances de l'emporter, au moment où énormément d'observateurs, énormément de journalistes disaient le contraire. Mitterrand, c'était le has-been, c'était celui qui faisait perdre son camp. Et cela, je l'entendais à l'intérieur même du Parti socialiste, bien entendu parmi les responsables que je pouvais rencontrer.
Alors justement, cette élection de 1980, qui aujourd'hui semble découler, aller de soi après les candidatures de 65 et 74, vous montrez bien dans ce livre qu'en fait, elle est loin d'être écrite d'avance, qu'en réalité, c'est un processus tout au long des années 70, et que en 78, 79, 80, on doute beaucoup, vous-même vous avouez douter énormément des chances de François Mitterrand, même si vous faites tout pour que ce soit le cas, que vous battez plus que 16 heures par jour pour que ce soit le cas durant cette période. Oui, c'est un peu un paradoxe, effectivement. Je croyais que Mitterrand était celui qui, ne serait-ce que parce qu'il incarnait l'union de la gauche, au moment même où cette union était mise en cause quotidiennement et dans les grands moments électoraux par Georges Marchais, par le Parti communiste, il incarnait quand même pour une partie de l'électorat qui avait voté pour lui depuis 1965 un potentiel, un avenir, une réalité que Rocard, à l'époque, ne représentait pas. Et que donc, je pensais qu'il avait potentiellement plus de chances. Et d'ailleurs, ce qui m'a conforté, le doute arrive juste après. Ce qui m'a conforté, c'est que à partir du moment où Mitterrand entre en campagne, que dis-je, où Mitterrand dit « je soumets ma candidature aux membres du Parti socialiste pour la présidentielle » et Rocard, quelques heures après, dit conformément à ce qu'il avait annoncé que lui retirait la sienne, à partir de ce moment-là, pour la première fois depuis des années, des sondages d'intention de vote de premier et de deuxième tour montrent que Mitterrand avoisine le score de Giscard. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un second tour dans lequel on ne serait pas battu, alors que la doxa journalistique consistait à dire, pour une grande partie de la presse, si c'est Mitterrand, c'est foutu. Mais en même temps, parce que je ne suis pas un grand prophète, au fur et à mesure qu'on s'est approché de l'élection elle-même, et j'étais très investi, on y reviendra peut-être dans cette campagne, je me suis mis à douter. Dans les dernières semaines, je me suis dit, on n'y arrivera pas. Et je peux l'avouer maintenant, j'ai partagé une conviction des giscardiens. Ils appelaient ça le réflexe de l'isoloir. Ils disaient, il y a un moment où une partie des électeurs, notamment les électeurs âgés, ceux qui ont peur de la prise de risque, et qui se sont laissés convaincre jusqu'ici de dire, on peut quand même aller voter pour Mitterrand, et bien, dans l'isoloir, au dernier moment, ils changeront de bulletin ou ils ne se rendront pas à l'isoloir. Et que dans des scrutins qui sont des seconds tours toujours assez serrés, c'est jamais des résultats poutiniens, dans des seconds tours serrés, ça pouvait suffire à assurer la victoire de Giscard sur Mitterrand. Et combien sont nombreux ceux qui, en voyant le soir du résultat, le 10 mai, apparaître l'image sur les écrans et voir un crâne dégarni qui apparaissait, qui se sont posé la question, est-ce le crâne de Giscard ou est-ce le crâne de Mitterrand? Moi-même, je savais, par les instituts de sondage depuis quelques heures, que Mitterrand était indiqué comme étant élu, mais quand j'ai vu ce crâne apparaître, je me suis dit, je ne me suis pas trompé, c'est Giscard. Alors, à cette époque, on vit intégralement pour la politique jusqu'à 16 heures, voire même plus, voire même 24 heures sur 24, ce qui laisse peu de place à la vie privée. Comment est-ce qu'on supporte et on survit à un rythme pareil ? Je n'accordais pas 16 heures par jour à la politique parce que j'avais deux activités, une activité professionnelle et une activité politique. Et donc, mon activité professionnelle était une activité normalement prenante, quel que soit l'endroit où je me sois trouvé, dans une agence de publicité à Publicis Conseil ou à la Sofres dans les sondages d'opinion. Et l'activité militante est une activité qui s'est développée, en ce qui me concerne, à partir d'octobre 1973, quand, à la suite d'un hasard que je décris dans le livre, quelqu'un dont je fais la connaissance à Budapest dans un congrès de marketing me dit « Je fais partie de la Commission nationale propagande ». Propagande était le terme
qu'on employait à l'époque, du Parti socialiste. Est-ce que tu ne voudrais pas nous rejoindre? Et je suis venu à son invitation. Et cette commission, un peu plus tard, je me suis retrouvé secrétaire de la commission, puis délégué général à la communication. Donc j'avais deux activités très prenantes. Et forcément, l'activité politique était une activité qui s'exerçait la nuit, le week-end et pendant les vacances, au détriment de la vie privée. C'était pas forcément le cas de tous mes camarades avec lesquels je travaillais dans cette commission, etc., parce que j'avais des responsabilités qu'ils n'avaient pas. Quand vous êtes délégué général, vous écrivez les articles que le secrétaire national corrige éventuellement et signe, vous organisez des réunions avec les autres secteurs, vous êtes pris par ailleurs dans des activités de formation, animation de stage, stage d'été, stage de week-end, stage de soirée, et en plus, j'avais la chance de travailler beaucoup avec un jeune graphiste de talent qui s'appelle Claude Baillargeon, qui s'appelait, car hélas il est mort, pour qui le temps n'existait pas. Pour qui seul comptait la qualité du résultat tel qu'il le concevait. Et donc, je passais avec lui des soirées, parfois des nuits. Il m'arrivait de le quitter à 2 heures du matin, alors qu'au bureau, j'étais censé être à 9 heures pour reprendre mon activité professionnelle. Et ceci laisse effectivement très, très peu de temps pour la vie privée. Il m'est arrivé à plus d'une reprise, parce que je voulais voir mon fils, qui avait à l'époque moins de 10 ans, de le faire venir à l'atelier de Claude Baillargeon, où d'ailleurs il a commencé à s'imprégner de très mauvaises idées. Il a fait des dessins, Mitterrand président, etc. Donc j'ai eu une activité de propagandiste, y compris au sein de ma propre famille. Je ne sais pas si c'est caractéristique de la période. C'est la caractéristique de l'engagement. L'engagement est une chose qui vous prend la tête, qui vous prend le temps, qui vous prend une bonne partie de la vie. Et en tout cas, c'est une période où on s'engageait beaucoup et où on s'engageait pour des causes dont on n'était pas sûr du tout qu'elles seraient un jour des causes victorieuses. Et alors prenons l'exemple de la formation. Le secteur communication et le secteur formation étaient deux secteurs complètement distincts au sein du PS. Néanmoins, on a très vite constaté, dans cette période où il y avait une pulsion socialiste dans les mairies, pour essayer de gagner des mairies, de jeunes candidats, de jeunes élus, etc., que le secteur formation avait besoin de former à la communication et que le secteur communication gagnerait à travailler en symbiose avec le secteur formation. Mais ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fallait, en plus du travail que je pouvais réaliser sur le plan strictement du secteur dont j'avais la charge, il fallait travailler avec les responsables de la formation, notamment Yvette Roudy, qui a joué un rôle absolument considérable là-dedans. Yvette est une personne qui est arrivée à convaincre Mitterrand d'acheter 3 magnétoscopes, alors qu'il refusait intégralement l'utilisation du magnétoscope pour son propre usage, et qui a développé les premiers stages d'une semaine de communication, ce qui faisait que chaque été, mes vacances étaient amputées d'une semaine pour diriger ou pour participer à de tels stages. Mais je ne sais pas vous répondre comment fait-on, je peux dire comment j'ai fait. Alors vous décrivez un parti qui est en permanence dans l'improvisation, malgré vos efforts et ceux de quelques autres aussi, pour mieux préparer les campagnes et la communication, pour professionnaliser aussi cette communication partisane. Est-ce que vous pensez que c'est inhérent à tout parti politique ou est-ce que c'était propre au PS des années 70 ? Je crois que c'était caractéristique d'un parti où la communication n'était pas perçue comme quelque chose d'absolument fondamental et structurel, en dehors de la communication avec la presse.
La caractéristique d'ailleurs était que Mitterrand veillait toujours à avoir comme secrétaire national chargé de la presse un de ses très proches, et comme secrétaire national chargé de la communication, un de ses alliés. Et ne prenait pas forcément des alliés qui avaient une forte expérience en matière de communication. Donc, ceci se traduisait par une certaine, je dirais quasiment une certaine désinvolture. Je décris le moment où, avant la campagne audiovisuelle de 1978, parce que les partis politiques avaient droit à un temps d'expression où les enregistrements étaient effectués à l'époque à la Maison de la Radio dans des conditions très, très normées, très, très fermées, même très sévères. Je prépare avec quelques camarades, notamment Françoise Castro, Jacques Paumonti, Gérard Inger, nous préparons une ébauche de plan de communication pour cette campagne audiovisuelle. Quand j'en parle à Georges Dayan, qui était très proche de Mitterrand et qui était chargé de superviser la campagne, quand je lui parle de ça, il me dit « c'est trop tôt, 15 jours avant, c'est trop tôt ». Je lui dis « mais le Parti communiste, il travaille depuis longtemps, d'après les informations qu'on peut avoir ». Non, non, c'est trop tôt. Et ensuite, quand je peux enfin présenter un schéma à une réunion en disant voilà le schéma qu'on vous propose. Quand Georges Dayan constate que dans ce schéma, il y a un nom qui est celui de Jean-Pierre Chevènement, il me demande de déchirer ou de brûler les documents car il est hors de question dans son esprit que Chevènement apparaisse dans cette campagne audiovisuelle. Donc tout ceci conduit à une certaine désinvolture. Donc les tout derniers jours, quand on a enfin le feu vert, comme Mitterrand m'en parle par un hasard extraordinaire, parce que ce jour-là, quelques jours avant le début de la campagne officielle, je me suis trouvé l'accompagner dans un déplacement en province, enfin en région parisienne, et qu'il m'a parlé enfin de cette campagne. Les choses se sont débloquées, mais il y a une part d'improvisation qui était très forte. Ceci, je l'ai vécu de manière permanente. Évidemment, la campagne de 1974, c'était par définition de l'improvisation. La mort de Pompidou, elle donne le point de départ et il faut à toute vitesse organiser une campagne. 78, c'est différent. 81, c'est différent. Ce sont des élections qui sont connues à l'avance, mais on en débat beaucoup trop tard. Je pense que dans le camp giscardien, ils avaient une vue beaucoup plus professionnelle de la chose. D'ailleurs, je raconte une anecdote assez amusante où un de mes interlocuteurs, à l'époque j'étais à la Sofres, un de mes interlocuteurs qui s'appelle Michel Bassy, ancien journaliste au Figaro, et qui avait été nommé porte-parole de Giscard à l'Élysée, me rencontre à l'occasion d'une rencontre professionnelle et me dit, me tutoyant comme le fait un bon journaliste, est-ce que tu aurais un petit moment pour qu'on parle? Je lui dis oui si vous voulez. Nous entrons dans sa voiture pour un déplacement qui va durer un quart d'heure, 20 minutes dans Paris, et il me dit voilà, nous pensons à tel ou tel axe pour la campagne, notre campagne législative de 78. Moi, je faisais la même chose pour la campagne des législatives de 78 pour le PS. Et là, Janus se trouve complètement pris à son propre piège. Que peut-il faire? Que peut-il dire? Sinon qu'avoir des réponses très banales du genre « Ah oui, ça, c'est intéressant », etc. Mais heureusement, il a dû penser que j'étais suffisamment inintéressant pour ne pas me demander de continuer à travailler avec eux parce que j'aurais été dans une situation épouvantable. Alors justement, vous faites preuve d'une grande honnêteté dans ce livre, puisque justement dans cette séquence 78, vous racontez l'épisode qui aujourd'hui ferait le buzz, il serait sur les réseaux sociaux. Vous parlez du communiste de service à François Mitterrand, ce qui est enregistré par hasard et se retrouve après sur les journaux télévisés. Alors ça n'a pas fait un bruit suffisant pour gêner François Mitterrand et la campagne socialiste, mais on s'imagine un peu la déflagration que ça ferait aujourd'hui. Et vous admettez aussi tout un tas d'autres situations où parfois la commission s'est trompée ou n'a pas été entendue, ce qui en fait un livre très honnête. Et notamment toutes les fois où cette commission communication, propagande communication et communication par la suite n'a pas été entendue,
notamment par le candidat François Mitterrand. On peut penser à la présidentielle de 74 et à la présidentielle de 81, où finalement elle a été dépossédée d'une campagne qu'elle avait pourtant préparée, surtout en 1981, de longue date et avec beaucoup d'énergie. Oui, Mitterrand, en ce qui concerne 74, avait commencé à travailler avec l'équipe de Delpire, l'éditeur, qui l'a aidé à faire sa campagne. Il y a eu des propositions qui sont venues des différents côtés, dont d'ailleurs de Séguéla qui avait proposé une campagne. C'était assez intéressant parce que c'était une campagne où le nom de Mitterrand apparaissait, mais pas son image. Il y avait des gens, vous ou moi, qui disaient François Mitterrand, vous serez notre président. Cette campagne n'a jamais été réalisée. Et puis il y a eu une campagne militante organisée par une équipe autour, notamment de Patricio Valenzuela, qui était un créatif chilien qui travaillait en France, dans laquelle, là aussi, le nom de Mitterrand était présent, mais pas son image. Ce qui prouve à quel point son image était dégradée. Il fallait que des gens qui faisaient campagne pour quelqu'un qui pouvait devenir président de la République le mois suivant se disent on va peut-être pas montrer ses propres traits. Et en 81, c'est différent. Il y a eu un déclencheur qui est intervenu quelques années plus tôt. C'est quand Mitterrand décide de faire une campagne d'image personnelle sur sa propre image, demande à Jean-Pierre Audour, qui était membre de notre commission, qui était un publicitaire socialiste, un des rares publicitaires socialistes dans la galaxie Havas, demande qu'on lui propose une campagne, et Jean-Pierre Audour contacte 3 publicitaires, dont Jacques Séguéla. Et Jacques Séguéla va proposer une campagne à François Mitterrand, plus exactement une image, une seule affiche, dans laquelle il y a marqué « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». Il n'y a pas marqué PS, il n'y a pas le point et la rose, et une affiche de Mitterrand sur une plage avec le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre. La dualité aussi de Mitterrand apparaissait là-dedans. Et donc, il y a quelque chose qui se crée entre Mitterrand et Séguéla à ce moment-là. Disons, Séguéla n'était plus un inconnu pour Mitterrand. Et en 1981, Séguéla n'arrête pas pendant tout l'été de faire des déclarations disant ce que je voudrais faire, c'est une grande campagne, je voudrais me faire un président. Il dit je suis prêt à les prendre tous, Rocard, Mitterrand, Chirac, Giscard, mais j'aimerais quand même que ce soit Mitterrand. Et on va découvrir par la suite qu'un contact est créé entre lui et Mitterrand et que Séguéla, avec autour de lui notamment Jacques Pilan, va commencer à travailler secrètement pour cette campagne. Nous, c'est-à-dire les membres, ou la plupart des membres de la commission qui s'appelait à l'époque communication et non plus propagande, nous, on avait une vision mercenaire de Séguéla. On savait que c'était un excellent publicitaire, un grand créatif. En même temps, quelqu'un qui dit « moi je veux faire une élection pour un président, peu importe lequel », c'était pas tellement notre tasse de thé. Et puis un jour, il a déclaré, ça a été rapporté par la presse, ce que j'aimerais, c'est prendre Mitterrand au niveau où il est tombé pour en faire un président. Je dois dire que ça m'est resté en travers de la gorge, et de ce jour, j'ai décidé de quitter mes fonctions, ce que j'ai annoncé à Mitterrand le 12 janvier 1981, mes fonctions de délégué général à la communication, tout en lui disant que je continuais de travailler pour lui, bien entendu. Mais à côté de ça, quelques membres de notre groupe, de notre commission, se sont dit si c'est Séguéla qui fait une campagne, ça va être quelque chose complètement centré sur la personnalité de Mitterrand. Et nous, il nous semblerait intéressant plutôt de faire une campagne autour d'une valeur. Mitterrand porteur d'une valeur et non pas Mitterrand porteur des espérances des Français. Et donc, avec une grande créative qui s'appelle Lola Chalit,
nous avons conçu une campagne que Mitterrand a appelée par la suite la campagne Justice, de 4 affiches dans lesquelles, sur une photo, une très belle photo en noir et blanc de Mitterrand, on le faisait parler, disant par exemple, quand un enfant sur 2 ne part pas en vacances, moi, François Mitterrand, je dis que ce n'est pas juste. Quand on abaisse la France devant les grands, moi, François Mitterrand, je dis que ce n'est pas juste. Il y avait 4 thèmes qui étaient illustrés. Et le 12 janvier 81, au moment où je présente à Mitterrand ma lettre de démission dans son pigeonnier de la rue de Bièvre, nous lui présentons également cette campagne. Et Mitterrand est assez séduit par cette idée d'une campagne centrée sur une valeur, et non pas simplement sur un homme qui correspond à un pays, et nous dit très bien, on va en faire une campagne militante. Donc vous les faites en affichage, il n'employait pas le mot affichage sauvage, mais c'est de ça qu'il s'agissait. Et ça n'avait évidemment pas la même force, mais il était déjà très engagé avec Séguéla. Il croyait à cette campagne. Il a été question que cette campagne justice soit présente dans la presse sous forme de double page dans la presse, et finalement les choses se sont perdues dans le sable. Mais il faut bien voir aussi que cette commission, c'était beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'intelligence, beaucoup de diversité, beaucoup de divergence aussi. Et c'était un lieu qui n'était pas forcément homogène. Je parlais tout à l'heure de Jean-Pierre Audour, le publicitaire. Jean-Pierre Audour, dans une note dont j'ai découvert l'existence beaucoup plus tard, qu'il m'a remise des dizaines d'années après, en parle comme d'une cour des miracles. Bon, c'était peut-être une cour des miracles, mais elle était parfois assez créative. Alors justement, créative, c'est sans doute le mot-clé. Comment expliquer une telle créativité ? On aperçoit dans votre ouvrage plusieurs créatifs, afficheurs, aussi graphistes, qui par la suite vont acquérir un renom très important. Vous avez cité Patricio Valenzuela, qui est l'auteur de plusieurs très belles affiches des années 70 du Parti Socialiste. Claude Baillargeon, qui aura une carrière très importante lui aussi d'affichiste et de graphiste. On retrouve également Françoise Castro, qui sera également l'épouse de Laurent Fabius et qui joue un rôle important dans cette commission ainsi que dans la préparation de la campagne de 1980. Comment expliquer que le PS attire autant à l'époque ces jeunes créatifs ? Le PS attirait beaucoup de monde, pas uniquement dans le domaine de la créativité. Et le climat politique du pompidolisme finissant et du giscardisme n'attirait pas forcément la créativité. Ça attirait effectivement des créatifs mercenaires. Là, en revanche, être créatif, c'était quasiment synonyme d'être de gauche, de travailler pour la gauche. D'ailleurs, quand je dis travailler, c'était pas un travail rémunéré ou alors si peu. Le Parti communiste, par exemple, on l'a complètement oublié, faisait venir de grands créatifs, notamment le groupe Grappus, a fait des affiches absolument remarquables à l'époque, dans les années 70. Et donc ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le Parti communiste se retrouvaient facilement en revanche dans le Parti socialiste. Et nous avions dans cette commission, nous avions des gens qui étaient d'origine journalistes, publicitaires, graphistes, psychologues, etc. Mais c'était pas quelque chose d'extrêmement structuré. D'ailleurs, ça n'arrête pas de bouger. Les gens arrivent, d'autres disparaissent. Mais il y avait une effervescence qui est l'effervescence de la période. C'est pas uniquement l'effervescence de la créativité. C'est l'effervescence de se dire, est-ce qu'on va tourner cette page ? Donc, ça explique que des personnalités, bon, vous avez cité Patricio Valenzuela, des personnalités comme Patricio qui était
qui avait conseillé le gouvernement chilien jusqu'à la mort d'Allende, qui était de culture marxiste. Ça nous a beaucoup influencé, ça a marqué notre approche. En plus, quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes beaucoup plus radical que quand vous devez faire du matériel pour le pouvoir. Alors vous-même, vous n'avez pas sauté le pas de la vie politique. Vous avez été candidat une seule fois et dans une position non éligible au municipal à Chaville, si je ne me trompe pas, en 77. Oui. Pourquoi cette tentation, finalement, ne vous a pas possédé suffisamment pour que vous présentiez les élections ? Je ne sais pas. J'ai retrouvé une lettre à Jean Popren, à l'époque secrétaire national de la communication. Je la cite dans le livre. Une lettre dans laquelle je lui dis tu m'as demandé de te citer des circonscriptions législatives où je pourrais éventuellement me présenter. En voici une liste. Et j'ajoute mais bon, si ça ne se fait pas, ce n'est pas dramatique. On aura suffisamment de travail dans les temps à venir au sein de notre secteur. Je ne sais pas si on peut être à la fois Janus et candidat. Le candidat, le vrai candidat, celui qui veut l'être, il est prêt à tuer père et mère, à marcher sur ses amis, et parfois même à dire le contraire dans ses propos publics de ce qu'il tient dans ses propos privés. Je caricature volontairement. Mais je n'avais pas cet esprit-là. Je crois ne pas l'avoir, n'avoir été atteint depuis. Donc il me paraissait important d'aider, avec d'autres, je suis loin d'être seul, d'aider une génération à avancer, à gagner. Et le bonheur, après 81, d'avoir retrouvé à l'Assemblée nationale des personnes que j'avais connues comme stagiaires au cours des stages de communication était quasiment aussi important que celui d'être élu. Alors, vous montrez aussi que François Mitterrand et plus généralement les politiques sont entourés d'une multiplicité de groupes, puisque outre la commission communication, on retrouve aussi le conseillant sur ce domaine, communication, presse. Eh bien, il y a un secteur, vous l'avez dit, un secrétariat national qui est dédié à ça. On a également eh bien un entourage proche qui joue un rôle important. On a aussi Gérard Collé qui s'occupe comme proche de Claude Estier, également de la presse au sein du PS. On a parlé du groupe Séguéla. On a également le groupe Attali que vous évoquez et dont vous avez été membre également, qui prépare les campagnes. On a l'impression qu'autour de François Mitterrand, il y a une multiplicité de gens qui font des notes. Alors, est-ce que c'est spécifique à François Mitterrand ou est-ce que c'est inhérent aux politiques, puisque vous en avez aussi connu d'autres par la suite ? Il y avait une chose qui était spécifique à François Mitterrand, c'était de faire travailler plusieurs personnes sur le même sujet sans en informer les unes et les autres. D'ailleurs, Attali l'a abondamment copié sur ce plan. Il y avait les structures historiques, les structures politiques. Mitterrand était un homme qui avait peu d'amis au sens très fort de ce terme. Autour de lui, il y avait Dayan qui était parmi ses amis très proches, mais qui avait à la fois des gens avec qui il était en confiance, avec qui il avait l'habitude de travailler. Il y avait des gens sur lesquels il investissait, ce qu'on appelait les sabras pendant un moment, c'est-à-dire les jeunes pousses qui ont été les Quiles, les Fabius, les Jospin et un certain nombre en politique, donc avec chacun sa responsabilité sectorielle. Séguéla, c'est pas un groupe au sein du PS. Séguéla, ça n'a rien à voir avec le PS. C'est un groupe extérieur. Enfin, c'est un groupe, c'est une agence extérieure. C'est un individu, une personne de talent, mais qui n'a rien à voir avec le PS. Comme il disait toujours, ma seule carte, c'est la pub.
Alors, est-ce que c'est inhérent à la vie politique? Peut-être que oui. Enfin, ça dépend de la personnalité des chefs. Il y a des chefs qui sont plus organisés et plus structurés. Il y a des chefs qui pensent qu'il faut multiplier les avis, qu'il n'est pas inutile qu'il y ait même éventuellement des compétitions autour de soi. Donc, je ne peux pas avoir une réponse globale pour dire, en tant qu'observateur de la vie politique pour les années où j'ai pu y exercer une certaine responsabilité, je déduis que la politique, c'est ou ce n'est pas la division en groupes parallèles ou en groupes concurrents. En revanche, on n'a pas que des amis en politique, je veux dire même dans le même parti. Et ça peut amener à des situations d'une certaine complexité. Revenons aux élections législatives de 1978. Ce sont celles qui vont apparaître comme des législatives qui peuvent être gagnées, sous réserve que la division de la gauche se calme un peu, et qui vont être perdues et qui vont permettre à l'essor de Michel Rocard et l'idée sur laquelle Mitterrand est un homme foutu. Je schématise à peine. Et au moment de la préparation de ces élections, je travaillais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à préparer la campagne audiovisuelle et je suis abordé par des responsables du parti qui participaient au secrétariat national et qui me disent « Bon, vous avez combien? Vous avez 10 séances à la télévision ou 8, je ne sais plus. Il ne faudrait pas qu'on voit Mitterrand tout le temps parce que Mitterrand, il va nous couler. » Quand j'ai parlé de ce sujet, non pas des personnes, mais j'ai parlé à Mitterrand du sujet de sa présence, je proposais qu'il soit présent à la première émission et à la dernière, et qu'entre les deux, nous voyons apparaître la relève politique, non pas la relève de Mitterrand, mais la relève de Giscard et de son pouvoir. Mitterrand avait une grande colère, mais Mitterrand m'a dit, au secrétaire national, ils me disent « faites-les toutes ». Donc à moi, on me dit « arrange-toi pour qu'on ne le voit pas tout le temps ». Et à lui, en lui disant « Président, il serait bon que vous les fassiez toutes ». Ce qui n'est pas l'image de la loyauté telle que je la représente. Alors cet ouvrage, Janus en campagne entre politique et communication, eh bien, s'arrête en 1981. Même si à la fin, vous consacrez quelques pages à la suite, vous tendez une perche. Alors est-ce qu'il y aura une suite où vous expliquerez votre rôle au CID, au CSA, qui permettra de compléter ces années 80-90 ? Je ne sais pas s'il y aura une suite. En tout cas, il n'y aura pas une suite dans le même style, le même esprit. C'est-à-dire d'écrire mois après mois, thème après thème, la construction d'une période. Il y aura peut-être quelque chose, effectivement. J'ai eu une activité professionnelle et en partie politique. J'ai été, entre autres, directeur de cabinet du premier secrétaire du PS quand ça a été Laurent Fabius. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une année. Mais j'ai eu une activité tellement variée que ça prendrait forcément la forme de quelque chose de très différent de ce récit. Alors peut-être ouvrir des fenêtres sur certaines périodes, certains événements, certaines anecdotes, c'est pas impossible. Merci beaucoup, Joseph Daniel. Donc on rappelle la parution de cet ouvrage Janus en campagne entre politique et communication 1967-1981. Merci beaucoup pour votre écoute à toutes et tous.